Voici le Journal du soir. Et voici vos animateurs. Ce soir, on va avoir beaucoup de monde pour vous nous parler au Journal du soir. On va entendre fortement Carl Brochu et ses invités, dont M. Robert Sirois, M. Stéphane Allinger et beaucoup d'autres à venir. Donc, on rejoint immédiatement Carl Brochu directement de son studio, quelque part à Rive-Sud. Et je pense qu'il est en pleine discussion déjà avec Bob. C'est à toi, mon ami Carl. Allô? Ouais, puis je pensais à ça. Et des remparts au péloton. Voici le Journal du soir. Et voici vos animateurs. Vérifier. Écoutez, on est en mettre en lien Bob Sirois, Stéphane Allinger, c'est la première fois qu'on veut le faire là, de mes studios à Belleuil. Alors, on est en train de faire les liens. Soyez patients, ça s'en vient. Il y a François Saint-Louis qui est en feu aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air ce soir. Je crois qu'on va avoir une excellente émission. Il y a aussi, plus tard dans l'émission, je pense que l'émission va défoncer ce soir. Ça va être une émission qui va se terminer tard. On a aussi Charles-Philippe Gervais qui va venir nous raconter une histoire qui s'est passée la semaine dernière, une histoire où il s'est fait agresser. Alors, on va vous raconter ça, preuve à l'appui. Et donc, dans quelques instants, on va vous parler du premier sujet on va avoir la chance là, d'avoir Bob et Stéphane avec nous, qui va venir nous parler là, des derniers développements concernant les équipes nationales et venir réagir aux propos là, de Mme Isabelle Charret là, concernant des équipes Québec. On est en train là, juste avant de tomber en ondes, on parlait, Stéphane, Bob et moi, et on a toutes sortes de choses là à vous apprendre ce soir concernant le sujet, les impressions puis les démarches qu'on est en train de faire parce que on est sur les dents actuellement pour faire avancer le projet qui a été très encourageant. On a commencé la semaine en force avec une annonce à Cube Radio où Jacques Tanguay a appuyé le projet d'Équipe Nation Québec. Et c'est de ça aussi là, que je parlais avec Bob puis Stéphane en dehors des ondes. C'est un appui majeur. On n'aurait pas pu espérer il y a à peine 5 jours avoir un tel appui. Puis c'est en entendant cette entrevue-là
que Bob et les autres, on se disait, on n'avait pas pensé à ce nom-là, mais effectivement, l'ampleur du personnage dans l'Est du Québec, un homme qui évite toujours de faire de la politique, mais s'intéresse au sport ou à l'avantage qu'on aurait là d'avoir des équipes qui représentent le Québec. Bien, ça nous a fait avancer là, un pas de géant en début de semaine. Et on va aussi vous parler, les deux, on est en feu, François Saint-Louis aussi, de ce que des événements là, concernant la motion d'hier. Faire le pour et le contre de tout ça, d'essayer de voir là, les appuis au niveau politique, même si notre ministre Charest nous dit qu'il faut pas faire de politique sur le dos des athlètes. Ben c'est justement ça là qui est le nerf de la guerre. Je crois qu'il faut effectivement le sport, c'est de la politique et on va en discuter avec nos invités. Je vais faire un essai. Est-ce que Stéphane puis Bob, vous m'entendez? Oui. Très bien. Est-ce que nos auditeurs entendent bien Bob? Parce que moi, je vous entends très peu dans l'écouteur, mais si je fais attention, je ne vais pas être capable de vous suivre, les gars. Mais moi, dans mes écouteurs, ça ne sort pas très fort. J'aimerais juste là, que nos auditeurs m'envoient un petit texto sur le clavardage pour m'assurer qu'on vous entend bien. Salut, les gars. Je laisse Bob commencer. Comment tu as vécu la semaine, puis où on en est actuellement à l'heure où on se parle? Écoute, présentement... OK, là, j'entends... et puis, je pense que Stéphane, le président de la Fondation Équipe Québec... très content d'avoir écouté l'émission sur Cube Radio de M. Jacques Tanguay, qui était propriétaire des Remparts de Québec, et aussi de l'équipe de Rimouski. C'est aussi le fondateur de la fameuse équipe de football de Québec, de Sainte-Foy. Du Rouge et Or de l'Université Laval. L'Université Laval, c'est ça. Écoute, pour moi, c'est un appui du genre venant de quelqu'un qui connaît très bien le hockey junior, qui n'est pas reconnu pour être un indépendantiste, un méchant séparatiste, mais bien un fier Québécois, tout comme Serge Chavard est, tout comme Robert Bourassa était, et qui se lève enfin debout et appuie le mouvement pour que le Québec soit représenté à l'international par des équipes nationales. Alors, à partir de là, surprise, on le savait un peu, mais on ne savait pas quand. Pascal Bérubé et son équipe du Parti québécois, par le biais de Mégane, la députée de Gaspé, ont déposé une motion pour fin de discussion, les gars, pour la mise sur pied d'une équipe nationale, pour voir la possibilité et le pour et le contre, tout peser. Alors là, la nouvelle capitaine Team Canada, ce n'est plus Shane Doan, c'est Isabelle Charest, notre ministre, médaillée olympique. Elle s'est maintenant mérité une médaille d'or par le reste du Canada pour avoir renié la possibilité de notre nation sur l'échiquier mondial sportif. Là-dessus, je laisse la parole à Stéphane. Vas-y, Stéphane. Oui, donc je suis revenu là, donc je vais continuer dans le même sens pour le résumé de la semaine. Je pense que en gros, on peut dire qu'on a fait un pas de géant, là. Toute la région de l'Est du Québec, là, à partir de Québec même, de la ville, avec un Jacques Tanguay qui s'est avancé dans ce sujet-là et qui a carrément dit qu'il était favorable, puis que le Québec serait de calibre, hein, parce que il y a, à contresens de Enrico Ciccone, qui a dit que le Québec ne serait pas de calibre, se ferait battre par des clubs comme la Biélorussie.
Jacques Tanguay, il a dit qu'on pourrait rivaliser avec les nations de grandeur similaire au Québec. Il a dit que les superpuissances, on n'était pas encore rendu là, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On le voit avec la Finlande, un pays de 5 millions d'habitants. Il a gagné le dernier championnat du monde. Donc, ça, c'est le premier point. Mais juste d'avoir son appui, ils disent qu'on serait de calibre probablement dans les 10 meilleures nations au monde au hockey sur glace, bien là, ça a l'effet vraiment d'une bombe dans toute l'est du Québec pour moi. La région de Québec, on voit là les gens, il paraît qu'avant ça, là, il y avait vraiment pas un appui qui était fort envers les équipes nationales. Puis là, avec un Jacques Tanguay, ben, on vient de marquer des points. Écoute, on ne pourrait pas espérer mieux là, que Jacques Tanguay, parce que dans le fond, c'est lui qui remplace Marcel Aubu. Là. Avant, c'était le père spirituel du sport à Québec, c'était Marcel Aubu. Maintenant, c'est Jacques Tanguay, si on veut. Comme Bob disait, j'en vois pas d'autres, à part lui, là, qui a de l'influence comme ça. C'est toute une nouvelle. Après ça, la journée d'après, riche en émotions, cette semaine-là, le PQ dépose la motion simplement pour que le gouvernement accepte de faire des demandes d'accréditation auprès des fédérations internationales et on refuse juste d'en parler. Ça me... refuse d'en discuter, Stéphane. C'est ça, c'est que il refuse d'en discuter. C'était pas une motion pour dire il faut absolument la faire, c'est une discussion. Je te laisse la parole, mais moi, je suis enragé noir. Hein. Oui, exactement. Moi, j'ai été quand même dans l'interne là, de cette motion-là parce que j'étais en contact avec le directeur de cabinet du Parti québécois. Au début, on était supposé passer la motion vendredi passé. Finalement, ça s'est fait, je pense que c'est avant-hier. On était tous supposés descendre à Québec pour cette motion-là du vendredi. Puis là, bon, avant-hier, ça s'est fait. Je peux vous dire que les discussions, avant qu'ils déposent la motion, parce que ce qu'ils font, les députés, ils vont parler aux autres partis pour tâter le terrain un peu, savoir comment ils vont réagir en chambre. Ils savaient déjà, en déposant la motion, que le PLQ et la CAQ allaient refuser. Ce que ça fait en bout de ligne, par contre, c'est que ça a ouvert le sujet, ça a mis le sujet sur la table. Écoute, c'est une des rares fois où est-ce que ce sujet-là est discuté à l'Assemblée nationale. Bon, il n'a pas discuté fort, là, mais au moins il est mis sur la table à l'Assemblée nationale. Après ça, des journalistes vont questionner Isabelle Charest. Il y a des journalistes comme Steve Fortin dans le Journal de Montréal, Marc-André Gagnon dans le Journal de Québec qui reprennent la nouvelle. Et puis là, je suis d'accord, hein? Auprès de la population, je lisais un peu les commentaires du journal, parce que dans le fond, l'effet suite aux commentaires de Jacques Tanguay, l'effet dans la région de Québec avec le Journal de Québec. Auparavant, on aurait vu là, un raz-de-marée de gens là, qui auraient été contre ce projet-là. Et puis là, je lisais les commentaires, puis c'était partagé. Fait que c'est sûr qu'on a fait des gains cette semaine, des gros gains, grâce à Jacques Tanguay. Puis le dépôt de la motion, ben là, ça a juste mis en lumière la position de tout le monde, de tous les élus qui sont à l'Assemblée nationale. Fait qu'on sait maintenant à quoi s'attendre. On a un point de départ, là, tu sais. Puis là, on va travailler à partir de ça. Là, il va falloir qu'on aille travailler dans les coins avec la ministre Charest, avec Legault. On a déjà l'appui de Québec solidaire, de tous les indépendants et du Parti québécois. Donc, après ça, c'est juste de travailler là, le reste. Oui, puis là, les gars, il y a François qui est supposé d'être avec nous maintenant. Est-ce que, François, tu nous entends? Oui, je vous entends, les gars. Comment ça va ce soir, messieurs? Oh, j'ai pas François, donc on va continuer la discussion. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez?
de l'introduire. Je ne l'entends pas. Les gars, la motion là qui a été refusée hier, la réaction de Mme Charest nous déçoit toutes ce matin, puis hier dans la journée. Par contre, il faut comprendre le lien que Mme Charest a avec le Comité olympique canadien. C'est quand même une fille qui a été chouchoutée dans ce système-là, puis qui s'est créé des liens à travers les compétitions qu'elle a participé au nom du Canada. On lui a dit qu'elle était belle, puis qu'elle était fine, puis qu'elle a quand même eu, elle, de belles expériences au niveau canadien, parce qu'elle peut-être sans le savoir, elle participait aussi à un message canadien politique. Elle en a fait partie, elle, pendant toute sa carrière sportive quand elle était au niveau olympique. Puis, on voit qu'elle n'en prend pas conscience qu'elle a été, elle aussi, un objet politique à travers sa carrière. Puis, on voit comment est exploité le message à travers les compétitions sportives que le Canada participe, comment nos athlètes sont entourés de propagande canadienne. Puis, c'est très surprenant et très décevant qu'elle ne voit pas ça. Elle est capable de voir certaines valeurs religieuses, mais quand il est le temps de voir des valeurs nationalistes qui pourtant là crevent les yeux, elle semble avoir un tout autre analyse de la situation. Ça m'a déçu énormément. Puis moi aussi, ça m'a fâché. J'ai lu ta lettre, Bob, que tu as fait apparaître sur les réseaux sociaux. Je pensais à soir, je me demandais l'émission si je devais avoir un peu de réserve, donner une chance au gouvernement de se rattraper. On n'a pas eu encore officiellement la version du premier ministre. Mais c'est ça, va-tu falloir cuisiner sa ministre Charest pour faire sortir un malaise? Parce que là, ce qu'elle fait vraiment comme ministre du sport au Québec, elle vient de montrer une non-confiance en ses athlètes. Puis je trouve ça un peu spécial. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Oui, là, je t'entends, François. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Stéphane. Comment ça va, messieurs, ce soir? Je ne sais pas s'ils m'entendent, Carl, mais enfin. Oui, moi, je t'entends bien, mais eux autres, en tout cas, là, je viens de les perdre, moi, de mon côté. Okay. Mais si tu les entends, tu peux continuer. Je peux suivre. Non, moi, je les entends pas. Je les entends pas, OK. Mais bien sûr, ce que tu disais, Carl, au niveau d'Isabelle Charest, il va falloir... comme Stéphane disait, il va falloir jouer d'un coin puis essayer de faire en sorte de l'allumer un peu là-dessus parce que je pense que la Fondation Équipe Québec est allée rencontrer des députés de la CAQ assez régulièrement et je pense même que les députés de la CAQ qui ont financé et qui finançaient la Fondation. Et c'est assez difficile à comprendre cette fin de non-recevoir de la motion du PQ concernant la promotion ou la création d'équipes nationales québécoises au niveau du sport international. Ben, François, c'est facile à comprendre. C'est un peu, c'est ça, là. Madame Charest, avec sa réponse, là, je pensais pas là, avoir à dire ça ce soir de Madame Charest que j'aimais tant il y a quelques semaines. Elle est un peu en conflit d'intérêts. On sait que la plupart des athlètes qui ont œuvré au niveau olympique ont été quand même chouchoutés par le système. Et elle, en ayant été une ancienne athlète... Ah oui. Je le comprends, Carl, je le comprends. D'aller là jusqu'à conflit d'intérêts, bon, on peut se poser la question, bien sûr, mais au niveau... Parce que là... Elle ne siège plus dans le même fauteuil. Là. Elle n'est plus athlète. Là. Elle est ministre du sport québécois. Puis je pense que... En tout cas, mais il faut comprendre. Faut être conscient, en fait. J'aime pas ça dire qu'il faut comprendre parce que ça fait pas mal...
Paternaliste, hautain, ouais. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les athlètes qui ont été sur la scène internationale et qui ont représenté le Canada sont comme brainwashés, si tu veux. Ben oui. Isabelle Charest, elle a des amis au Canada anglais. Puis si elle avait dit le contraire hier, elle venait un peu de trahir ses liens. Puis tout ce qu'elle a développé aussi dans sa carrière, il y en a aussi qu'en appuyant un projet de même, ils mettent fin à une carrière. Là, il y en a, puis c'est ce qu'on va sortir avec Stéphane tantôt, puis Bob, quand on va réussir à se reconnecter. Ces deux-là, ils nous ont sortis, puis c'est Daniel Saint-Hilaire. C'est Daniel Saint-Hilaire qui a fouillé la question. Il y a des athlètes qui sont choisis et payés par Olympique Canada pour faire la promotion du programme olympique canadien. Mm-hmm. Puis ils ont un système. Les athlètes qui ont gagné des médailles ou quoi que ce soit ont des montants du gouvernement maintenant. Puis de tourner le dos à ça, on ne s'attend pas aux anciens ou aux athlètes actuels d'avoir un gros appui. Puis il ne faut pas s'attendre à en avoir un gros. On a la preuve avec Isabelle Charest. Par contre, on n'a pas eu encore la réponse de François Legault là-dessus. Puis je pense que si on veut forcer M. Legault à se tremper dans le sujet, il va falloir en parler plus. Steve Fortin, maintenant, semble participer à ça. Puis le hasard que je t'avais dit au début de la semaine, quand j'ai dit c'est un hasard qu'on ait fini l'entrevue avec Yves-François Blanchette puis parler des équipes Québec, puis tout de suite après ça prendre M. Tanguay puis nous parler des équipes Québec. Si avec le recul, je me dis, puis il était à Cube Radio. J'ai l'impression que M. Pellado, dans son projet d'avoir des Nordiques de Québec, ça semble être mort dans l'œuf. L'idée de partir ce projet-là avec au Québec, M. Pellado connaît l'influence de M. Tanguay et j'ai l'impression que c'est maintenant plus un hasard qu'Antoine Robitaille ait posé cette question-là à M. Tanguay. C'est sûr. Parce qu'à mon avis... Oui. Oui, Robert, Bob, t'es là? Oui. OK. Oui, j'aimerais poser une question, parce que c'est quand même un dossier qui connaît. On parle de Jacques Tanguay qui a les Remparts de Québec, Pierre-Carl Pellado qui loue son aréna à Jacques Tanguay. Puis on a le dossier des Expos de Montréal. J'aimerais savoir, d'après toi, là, combien de temps consacre Bronfman à l'Avenue des Expos comparativement au nombre de temps que Pierre-Carl Pellado consacre à l'Avenue des Nordiques? Tu penses, là, d'après toi? L'Avenue des Nordiques, c'est dans les mains de Mulroney, qui est l'ambassadeur de Québécois là-dedans. C'est certain que M. Mulroney se rapporte à son CA, dont lequel il fait partie. Et M. Pellado aussi. Okay. Pour ce qui est des Remparts de Québec, les Remparts de Québec, c'est M. Tanguay, à ce que je sache, puis je vais vérifier, n'est plus actionnaire de l'équipe Québécois. Québécois est propriétaire majoritaire de deux équipes dans la Ligue junior majeure du Québec, l'Armada et les Remparts de Québec. M. Tanguay, je pense qu'il est encore propriétaire de l'équipe de Rimouski et il est aussi le fondateur du GA de l'Université Laval. Alors, de là, est-ce qu'on voit un genre de complot ou d'entente ou de collusion entre Pierre-Carl et M. Tanguay et tout ça? Je pense que M. Tanguay parlait avec son cœur à une question posée. Ben, moi, je trouve que c'est encore plus de poids s'il parle avec son cœur. Ah oui. Écoute, la question était posée, puis il a répondu immédiatement.
Puis il a fait des liens avec le football collégial, universitaire, canadien, où les francophones, les meilleurs francophones universitaires allaient jouer pour les universités anglophones. Et pour moi, comme je disais à Stéphane, et comme on pense tous, les appuis doivent venir de gens comme lui, qui ont été dans le sport, dans le milieu, et propriétaires d'équipes juniors, et qui finalement comprennent que pour le bien de nos jeunes hockeyeurs et le bien de notre nation, on doit être représenté à l'international sur la scène sportive. M. Tanguay l'a très bien compris. Bon, à partir de là, on sait que Pierre Carl est d'accord avec ça à 100%. Et peut-être que le Québec Inc. va se réveiller. Oui. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Écoute, Bob, sans penser à une idée de complot, on peut savoir que M. Pellado, s'il veut avancer dans ce projet-là, doit placer quand même ses énergies au bon endroit. Puis on sait que M. Pellado est très en faveur de notre projet. Puis, je pense que le passage de M. Tanguay au début de la semaine dans ses locaux, il a dû déjà avoir des discussions avec M. Tanguay là-dessus avant de se risquer d'avoir une réponse qu'on n'aurait peut-être pas aimée. Puis, en sachant peut-être par la bande qu'il appuyait un tel projet, parce que si on écoute bien l'entrevue qu'il a donnée, tout de suite après, il renforce l'idée pourquoi il est pour une équipe Québec. C'est que lui a expérimenté un projet similaire au niveau du football, qu'il disait qu'à l'époque, avant le Rouge et Or, le destin d'un joueur de football francophone au Québec était d'aller dans des universités anglaises. Et par le fait de faire confiance au système de football québécois, il a puisé ses joueurs là-dedans, puis il en a fait il en a créé une famille, il a vraiment monté une organisation tissée serrée. Il le dit comment il a monté dans l'entrevue. Donc, on voit que tout ce que touche M. Tanguay se transforme en or. Et au niveau sportif, un appui comme ça, moi, ça m'a allumé tout de suite. Puis c'est pour ça qu'avec le groupe, là, je tiens à ce qu'on le dise, qu'on le répète. C'est d'une ampleur inespérée. Et quand on sait que ce gars-là appuie le projet, on peut aussi, celui à qui on avait vu avant M. Tanguay, mais avec le recul aujourd'hui, je pense que Tanguay vient donner encore plus de poids à notre projet, mais celui qu'on aimerait voir mettre le coup final, c'est Patrick Roy. Si Patrick Roy, c'est des gars qui se parlent souvent, Tanguay, je pense que... Écoute, c'est des grands amis. Ils ont une différence d'âge, c'est certain, mais ils se respectent énormément. Écoute, c'est certain que Patrick ne peut pas être contre l'idée avancée par M. Tanguay. Ça, j'en suis certain. Les gars, si je peux juste apporter une précision, là, j'ai fait une petite recherche pendant qu'on parlait. Les Remparts, c'est propriété de Québécois, et puis Jacques Tanguay, le président des Remparts de Québec. Puis la famille Tanguay est propriétaire de l'Océanique. C'est ça. OK, donc c'est ça. Là, donc, il y avait eu justement une discussion là, auprès de la Ligue junior majeure du Québec à savoir si c'est acceptable. Là. C'est un petit peu des liens, des conflits d'intérêts, comme on dit, là, quand tu es propriétaire de l'Océanique, mais tu es président des Remparts. C'est juste un peu incestueux, oui. Ouais. Fait que, on est là au niveau de la propriété des équipes. Puis ce que je voulais rajouter, c'est que on sait depuis longtemps, là, depuis qu'on milite avec les équipes du Québec, là, moi ça fait plus que 15 ans maintenant, là, on sait que la société civile est en grande partie d'accord avec le projet. Maintenant, depuis cette semaine, on sait que le milieu des affaires est là. OK, donc on a des millionnaires, des milliardaires qui sont derrière ce projet-là, en Pierre-Carl Pellado puis Jacques Tanguay.
Maintenant, il reste quoi? Il reste le politique. On a à peu près la moitié du politique de gagner. On n'est pas loin, là. Mais il reste juste le politique à se réveiller, là. Écoute, je me dois, et nous nous devons, en tout cas moi, je lève mon chapeau à Québec solidaire, puisque je n'étais pas convaincu que Québec solidaire appuierait une telle motion. Et puis, il semblerait qu'ils ont appuyé la motion. Il faut lever notre chapeau à eux, bien que, pour moi, politiquement, ce n'est pas c'est pas ma tasse de thé. Mais merci beaucoup, QS, d'avoir appuyé cette motion. Absolument. Moi, Bob, à différence de toi, j'ai une amie qui est députée à Québec solidaire, fait que je le savais que leur position à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Mais le sport est comme la souveraineté. Dans le fond, ça passe de 25e, là. Mais là-dessus, ils n'allaient pas faire obstruction, disons, là. C'est pas leur cheval de bataille. Mais si le sujet se présente, ils vont dire oui, tu sais. Ah oui. Mais c'est bon de le savoir. Là-dessus, mais on va redonner la parole à Marc. À Carl, excuse-moi. Je t'appelle Marc parce que je suis un bon ami qui s'appelle Marc. Oui, je sais pas si Carl je sais pas si Carl est là. On est là dans notre salon, Stéphane, puis on discute un peu. Excusez-moi, les gars, l'idée aussi, c'est on n'est pas obligé nécessairement de parler de complot, on peut quand même parler de complicité. On voit que le projet intéresse les hommes d'affaires. Puis, je vois que M. Pellado travaille sur le projet. C'est ce qui me rassure dans la nouvelle. Si on lit en arrière, si on lit entre les lignes, on voit qu'il y a un intérêt médiatique à vouloir pousser l'idée, ce qu'on bénéficiait pas il y a encore quelques jours, les gars. C'est l'article, de la façon que Steve Fortin a écrit son article. Et j'essaie d'avoir une entrevue bientôt, mardi prochain peut-être, avec M. Fortin. La façon qu'il a écrit son article pour couvrir le refus de Mme Charest concernant les équipes montre que, regardez comment il a écrit son texte, il attribue maintenant le projet à M. Tanguay. Donc, moi, j'aime ça. Si dans la lecture de tout ça, de ce qu'il a dit au début de la semaine, puis que là, on y colle ce projet-là à lui, ben ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là, qu'on diffuse cette nouvelle-là. L'article de Steve Fortin sur de quoi avez-vous peur, Madame Charest, est succulent pour mettre de la pression. Parce que là, il parle de M. Tanguay dans l'article et on sait qu'à Québec, M. Tanguay est un homme très écouté. Oui, mais là, à partir de maintenant, messieurs, on le sait qu'il y a des gens d'affaires, qu'il y a des gens qui sont capables de payer. Là. La Fondation Équipe Québec, qu'est-ce que vous comptez faire actuellement là, pour faire avancer le dossier, Stéphane? Tu l'as, Stéphane? Oui, je suis revenu, là. Bon, écoute, ma question était la suivante. Une fois qu'on sait qu'il y a des gens d'affaires qui sont intéressés au dossier, qui peuvent peut-être fouiller dans leur poche pour contribuer, et sachant que le côté des affaires est d'accord, tu disais, Stéphane, qu'il reste un bout du côté au niveau politique. Qu'est-ce que la Fondation Équipe Québec entend faire à partir de maintenant, sachant tout ce qu'on sait, là? Qu'est-ce que vous entendez faire? Ben, c'est ça, moi, je disais à Bob tantôt, qu'à cette heure, avec la motion qui a été déposée, on sait exactement à quoi s'attendre d'à peu près tout le monde. Et donc, on sait qu'Isabelle Charest a une position.
M. Legault, il n'a rien dit à ce sujet-là à date. Les journalistes on suit le Parti libéral. On connaît tout le monde. Maintenant, on peut travailler ce côté-là. On peut vraiment mettre notre énergie aux bons endroits pour aller chercher des appuis auprès de la CAQ puis tout ça. Donc, c'est le fun pour ça. C'est que là, on a une partie de la vérité. Avant, on tâtonnait, on allait cogner aux portes. Premièrement, les gens n'étaient même pas au courant de savaient même pas c'était quoi. Il y a une grosse partie du travail qui est fait là, en ce moment, puis ça va juste nous aider là, dans notre argumentaire. Ce que je veux aussi rajouter, c'est la pauvreté de l'argumentaire d'Isabelle Charest. J'ai attendu à ce qu'elle dise voyez-vous, moi je suis une athlète qui a évolué pour le Canada, à l'aise, mon cœur est avec le Canada. Ça aurait été un argument correct, intelligent, mais d'aller dire cette stupidité qu'on veut politiser les athlètes ou on joue un jeu politique sur le dos des athlètes, c'est complètement aberrant parce que toutes les nations du monde font ça. Ils font du nation building avec leurs équipes sportives. Écoutez, l'Islande a fait ça avec son équipe de soccer. Tous les pays font ça. Les Américains, c'est les champions en titre, les Russes. Mais quand ça vient au Québec, ça devient quelque chose de sale, de non légitime. Ouais. Incroyable. On va déconstruire ça, premièrement. Ça va être facile à faire. D'après moi, les gens, je lisais les commentaires, c'est ce qui ressortait tous, là, de la majorité des commentaires, c'est que le Canada fait ça avec notre argent en plus. Donc, voyons donc, si nous, on n'aurait pas le droit là, de donner de l'argent à nos athlètes, puis qu'en retour, ils portent la fleur de lys. C'est tout à fait normal dans le monde qu'on vit en ce moment. Là. Oui. Bien, puis je pense que dans la motion de cette semaine, on a même évoqué beaucoup de nations qui étaient non souveraines, qui participaient à des compétitions internationales. On a pris la peine de le préciser. Et malgré tout ça, là, on a eu un refus de déposer la motion. Et puis, il n'y avait pas consentement, en fait. Mais je pense que, comme tu disais tantôt, Stéphane, le travail de terrain, le travail de coin, il faut aller rencontrer les gens de la CAQ et de les convaincre. Les libéraux, je sais que la Fondation a déjà contacté des gens chez les libéraux, et il y en a qui semblaient d'accord. Le joueur de hockey, là, comment il s'appelle, le Ciccone, es-tu d'accord? Écoute, Enrico Ciccone n'est pas d'accord, mais son argumentaire, au niveau du hockey, c'est qu'on n'est pas de calibre. Le jour où on va être de calibre, il va être d'accord. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est un de ses blogs du 11 décembre 2017 où il disait qu'à la fin de son blog, il expliquait pourquoi il n'était pas d'accord avec le projet d'Équipe Québec. Il disait, par contre, le jour où on va être de calibre, je leur souhaite de revêtir la fleur de lys du fond de mes entrailles, croyez-moi. Ça, c'est ses paroles, c'est ses mots exacts que je me souviens par cœur dans ma tête. Et puis, donc, on voit là qu'il y a une ouverture. Là. Et puis, je pense qu'il va réaliser que le Québec est de calibre quand on voit les performances des joueurs à la Coupe Mémorial, que ce soit aussi même au championnat du midget 3A. Les Québécois, là, les équipes québécoises qui se rendent à la Coupe TELUS, là, qui est le championnat canadien du midget 3A, ils se font jamais déclasser. Ils gagnent souvent, ils gagnent souvent des médailles ou en tout cas un podium. Donc, il n'y a rien de gênant là. On tient tête à la puissance mondiale du hockey qu'est le Canada. Donc, ça va être facile à déconstruire son argumentaire, Enrico, là. Mm-hmm. Mais, en fait, c'est évident, là, mais si... Élection, ou à ce qu'ils prennent la balle au bon, puis lancent ce projet-là. Puis là, de voir le recul
Ben là, c'est là, qu'on se questionne. On dit, wow, là, le Parti nationaliste, on ne demande pas de briser le Canada. C'est là aussi que je sais qu'il y a des gens qui comprennent mal la ligne que j'ai essayé de mettre un peu dans le débat. Meilleures seront les équipes québécoises, meilleures au niveau international, meilleures seront les équipes olympiques canadiennes. Oui, ça peut faire un peu souveraineté association, mais on voit aussi que dans l'argumentaire un peu de Isabelle Charest et de d'autres, je l'ai vu à plusieurs reprises, il y a l'idée, puis on va avoir à les réconforter, ces gens-là, l'idée que l'équipe Québec enlève le Canada de la participation de ce tournoi-là, qu'ils ont le droit de continuer à prendre pour le Canada, puis dans un tournoi, tu peux peut-être les affronter une fois, mais après ça, tu as plein d'autres occasions pour appuyer les deux équipes. Donc, il va falloir les prendre par la main puis les rassurer. Hein? La chanson le dit, ayez peur ayez pitié de l'homme qui a peur, prenez-lui la main quand il pleure. Effectivement, ça peut créer cette réaction-là chez nos adversaires. Puis plutôt que d'essayer d'être arrogant, il va falloir juste se montrer solide là-dessus, de leur expliquer que ça leur enlève rien, qu'ils vont garder leurs Jeux olympiques, mais permettez au Québec de participer à des tournois internationaux. Ça va, à ces moments-là, quelles que soient les compétitions en dehors des Olympiques, puis il y en a plusieurs, permettez au Québec d'exister. Puis peut-être qu'effectivement, une fois ou 4 ans, on va aller se lever debout, mais on va le voir de toute façon que même si le Québec va remporter certaines compétitions puis avoir d'excellentes performances, on va voir qu'aux Olympiques, la différence que ça va donner, la première qu'on va avoir par la suite, les premières Olympiques sous le drapeau canadien, et c'est peut-être de ça que nos adversaires ont peur, ça va nous démontrer le contraste qu'il y a. Puis on va peut-être prendre le goût, ça va nous donner confiance. On a eu Maurice Richard dans les années 50 qui, sans même à nous dire par la suite, là, sans même faire de politique, a réussi à travers son sport à nous donner confiance. Et ça, nos adversaires le savent. C'est là la résistance aussi, que le potentiel de fierté que ça va donner par la suite, effectivement, ça peut montrer qu'on peut bien faire les choses à notre manière. Ouais. C'est évident. Est-ce que tu m'entends, là, Carl? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je t'entends. OK. Moi, en tout cas, je peux dire une chose, là, avec ce qui est arrivé cette semaine à l'Assemblée nationale, la motion qui a été présentée, OK, il n'y a pas eu de consentement. On prend acte, je pense qu'il faut prendre acte, mais il reste une chose en bout de ligne, c'est ce que je disais depuis le début de radioinfocité.com, depuis 5 ans maintenant, et on est associé à la Fondation Équipe Québec, et je disais, j'ai toujours dit, et je le maintiens, c'est que le travail politique qui a été accompli par la Fondation Équipe Québec, je pense que c'est le travail le plus important qui a été fait depuis le référendum de 95. Non seulement c'est peut-être pas la promotion de la souveraineté du Québec directement, ça l'est indirectement, parce qu'on sait que le sport, ça rallie les nations. Et je pense que le travail qui a été fait depuis 5 ans, 5-6 ans, depuis que la Fondation Équipe Québec existe, ben c'est du travail de moine, comme on dit. Mais on a vu que cette semaine, on pouvait porter le débat à un autre étage, un peu plus haut, et on l'a vu cette semaine. Il en manque encore des bouts, mais je pense que c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est capital dans l'avancement de notre peuple. C'est de faire prendre conscience aux gens. On le voit là ce soir, comment est-ce que le sport peut rallier les gens. On prend les Raptors de Toronto.
Il y a du monde à Montréal qui capote là-dessus, puis c'est même pas de chez nous, c'est même pas notre pays. Donc, ça rallie des gens qui, avant, il y a peut-être un mois de ça, personne n'avait jamais écouté un match de basketball de leur vie. Mais là, tout d'un coup, regardons ça. Imaginez-vous une équipe nationale québécoise, je ne sais pas, surtout dans les sports qui sont suivis, là. Mais il y a des athlètes dans certains Jeux olympiques qui étaient inconnus. On prend Pierre Harvey, on prend d'autres qui ont représenté le Canada, mais qui sont devenus des Prenez Bruni-Surin, qui est devenu une vedette nationale canadienne parce qu'il a gagné des médailles pour le Canada. Mais c'est la même chose pour les Québécois. Si on s'illustre au niveau international, bien, ça va donner une fierté. Un peu comme le Canadien de Montréal, quand il y avait à peu près 15-20 Québécois, une quinzaine de Québécois dans le club, ben on se sentait plus fort dans ce temps-là. Et je pense que la Fondation Québec a accompli un travail colossal, mais il en reste encore un bout, Bob, puis je sais que tu étais là dès le début. Stéphane aussi. Carl, tu t'es joint à la Fondation un peu plus tard, mais OK, parce qu'elle a mis au grand jour la pauvreté de son argumentaire, son émotivité dans le dossier. Donc, ça, moi, à ce niveau-là, je suis très content qu'elle ait sorti de cette façon-là. Si elle avait dit, moi, j'aime le Canada, puis je suis une amoureuse du Canada, ça aurait été légitime. Mais là, c'est pas ça pantoute, c'est complètement illégitime, là, son argumentaire. Ça tient pas la route. Donc, moi, j'ai pas de misère avec elle, là. L'autre chose que je voulais renchérir, c'est quand tu parlais du Canada anglais, puis de leur dire, de les rassurer, puis tout ça. Moi, je me mets dans la peau d'un Canadien anglais. Pour eux autres, c'est une grande cassure psychologique. Dans l'inconscient collectif ou dans la conscience collective, de voir, par exemple, au championnat junior, un match Québec contre Canada, écoute, ça va créer, on le sait, là, on n'est pas des naïfs, personne n'est naïf là-dedans, ça va créer une cassure incroyable, surtout au niveau du hockey sur glace. Donc, eux autres, les Canadiens anglais, qui sont déjà très insécures dans leur identité, ils essayent de se bâtir une identité différente des Américains, d'avoir cette faille-là du corps de la population qui a ses propres équipes, qui est le Québec. Il faut moi je les comprends, puis tu sais, c'est pas eux autres que je veux convaincre, là. Moi, ce que je veux convaincre, c'est les Québécois. Quand j'entends des Québécois qui sortent des arguments qui sont complètement fallacieux, OK, la plupart des Québécois, nous autres, ça fait 15 ans qu'on baigne là-dedans, on les connaît, on sait qu'il y a des nations non souveraines qui ont des équipes nationales, puis qu'il n'y a aucun problème au niveau légal. Les fédérations sportives internationales, c'est du privé, puis ils font ça pour l'argent. La FIFA, qui est la plus grosse organisation sportive au monde, accrédite 207 nations, alors qu'il y a 193 pays. Les gens savent pas ça. Là, il faut encore qu'on retourne à la base, d'expliquer toutes ces choses-là à cette nouvelle masse-là de Québécois qui nous ont pas suivis depuis 15 ans, là, que c'est nouveau pour eux autres, là. Puis là, ils rentrent dans le débat, là, puis ils amènent toutes sortes d'affaires. Nous autres, on est là, on suit le dossier, on a les arguments. Bien, là, il va falloir recommencer là, avec tous ces gens-là, de leur expliquer. Est-ce que les gens savent au Québec que les Iroquois ont une équipe nationale de crosse et ils jouent contre le Canada au championnat mondial de crosse? Il n'y a personne qui sait ça au Québec. Il n'y a personne, à part nous autres. OK? Donc ça, il faut leur expliquer ça. Il n'y a personne qui va enlever l'équipe de crosse aux Iroquois, là. OK? Donc, avec ça, je pense qu'on va convaincre les Québécois. Il faut laisser faire les Canadiens anglais. Moi, je les comprends. Si j'étais un Canadien anglais, je serais contre ça au bout, là. Puis, c'est pas compliqué, là. C'est les Québécois qu'il faut rallier, là. Absolument. Absolument. Puis, eux comprennent l'importance, là, le symbole que ça pourrait représenter pour notre nation.
Puis c'est sûr qu'il nous facilitera pas la tâche là-dedans. Mais quand même, on a avancé. Puis toi, François Saint-Louis, tu as un objectif dans ce projet-là. La semaine prochaine, on aimerait beaucoup avoir Steve Fortin en entrevue, qui vienne nous jaser de ça. C'est maintenant un de nos gros joueurs dans l'équipe Québec. Les articles qu'il a écrits attirent l'attention sur le sujet. Puis ça nous... on aime toujours entendre parler dans les grands journaux des journalistes comme M. Fortin aborder le sujet. Ah, c'est sûr. Puis en plus, il y a un autre dossier qui a pris position cette semaine. C'est la fête du solstice d'été là, dans le sud-ouest de Montréal. On va questionner là-dessus en même temps. Je vais le contacter en fin de semaine, voir si c'est possible de le voir mardi. Mais je pense que Steve fait un bon travail là-dedans. C'est un travail collectif, hein. Bien sûr, il y a la Fondation Québec qui met toujours de la pression, mais ça prend aussi des gens de l'extérieur. Ça prend des Steve Fortin, ça prend Jacques Tanguay, puis on ne l'attendait pas du tout. Pierre Carl, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est bien commencé. Mais il faut mettre la pression. Puis Stéphane a raison. Disons l'argumentaire de Mme Charest, ben on peut améliorer, on peut faire en sorte que sa position peut s'améliorer et de faire prendre conscience que nos athlètes performeraient. C'est pas compliqué ce dossier-là. Tous les athlètes québécois qui ne sont pas acceptés par une équipe canadienne mais pourraient participer à des championnats internationaux pour le Québec. Et même si ça n'arrive pas de premier, deuxième, troisième, c'est pas important toujours les médailles. C'est bien sûr, c'est sûr que c'est l'aboutissement, puis c'est parfait d'avoir de gagner des médailles. C'est le but aussi. Mais de pouvoir se mesurer sur la scène internationale, ben, si on avait une équipe nationale québécoise dans les Jeux olympiques, on aurait peut-être 3, 4, 5, 6, 700 athlètes, 8000 athlètes, je ne sais pas combien, qui représenteraient le Québec. Tandis que là, on a peut-être 60, 50, 40, parce que les athlètes canadiens. Fait que, il me semble que seulement cet argument pourrait peut-être peser dans la balance mais quand même, faut quand même aller les rencontrer. C'est du travail de terrain, c'est long. Mais je pense que vous avez fait vos preuves, la Fondation Québec, et c'est de continuer, en fait. Et puis, je pense que oui, c'est évident, Steve Fortin, si il accepte la semaine prochaine, mais il faut continuer. L'important dans cette bataille, c'est toujours mettre de la pression. Je sais pas si tu le vois comme ça, Bob, mais je pense que c'est toujours mettre de la pression et de ne pas lâcher, c'est tout. Charles, es-tu là? Oui. Bob nous a quittés, je pense. Il est plus là avec nous. Non, je suis là, les gars. Ah, ben continue. Vas-y, Bob. Je pensais... Écoutez, Steve Fortin et moi, on était en contact sur Facebook depuis 3 ans. Et puis, Steve a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, là, à peu près ça, 3 ans. Ce que Steve et tous les médias du Québec et tous nos politiciens et toute la population doivent être informés. Et c'est la raison pourquoi, les gars, que je suis mis à la rédaction du livre qui s'en vient. L'équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire. Et là-dedans, tout, et quand je vous dis tout, là, tout l'argumentaire, tout ce qui se passe, tout ce qui est dans le monde du sport international, le nombre de nations, les règlements des fédérations, qu'on a déjà, nous utilisons déjà avec des équipes nationales. Les gars, c'est tout ça, ça doit, quand tu parles de projet, c'est quoi le futur projet de Bob Sirois, mais aussi le projet de la Fondation. Et là,
c'est de renseigner les gens. Parce que les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Présentement, nous, on est dans le cœur du débat. On a parti cette marée-là. C'était André Matteau et moi. Ensuite, Stéphane fait avec son groupe, avec Carl, avec tous les autres, avec Père à Stéphane. Vous avez vraiment fait connaître la Fondation. Vous avez réussi à ramasser de l'argent. Vous aidez nos équipes nationales. Vous avez de plus en plus de fédérations et ou d'athlètes qui vous contactent. La roue, là, la boule de neige, là, est commencée. Et puis, le plus important, c'est la promotion et l'éducation des gens. Quand je parle des gens, là, je parle beaucoup des gens des médias, parce que ce sont eux qui communiquent la nouvelle, et la majorité d'entre eux n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Ah oui, il y a un énorme travail à faire de pédagogie, Bob. Je suis très d'accord avec toi. Puis l'arrivée de ton livre, là, j'ai bien hâte. C'est les gars, puis je suis à l'arrivée, j'ai reçu le livre, là, le document de montage, et puis le dernier montage, et puis là-dessus, ben, je suis tellement content, à quelque part, que avant la sortie du livre, ce qui se passe cette semaine, mais ça va être dans le livre aussi, je rajoute non pas un chapitre, mais je rajoute ça à l'intérieur de plusieurs des chapitres, que ce soit celui de la politique. Quand Mme Charest parle de faire de la politique avec le sport, il y a tellement de réponses dans mon livre au sujet de la politique dans le sport, puis pas nécessairement au Canada, puis pas du côté négatif non plus. Le livre est très positif, et puis c'est ce que ça prend, c'est qu'on soit positif. C'est quoi les bienfaits pour une nation d'une équipe nationale? Et pour une nation multiculturelle comme on est, il n'y a rien de mieux que des équipes nationales dans tous les sports pour le prouver. Les gars, je vais vous raconter une petite histoire rapide. Tu sais, dans PAC Extension, j'ai grandi, moi, dans le quartier Villeray avant de déménager dans le quartier Villeray. On jouait beaucoup au baseball, au hockey aussi, au football. PAC Extension, à ce moment-là, il y avait trois stadiums de baseball et environ 5 ou 6 autres terrains de baseball au parc Jarry, puis dans tous les parcs de PAC Extension. Des patinoires dehors, il y en avait aussi. Mais maintenant, ce quartier-là, le quartier de PAC Extension, ces terrains de baseball-là ont tous été transformés en terrains de cricket. Parce que ce sont des Pakistanais, des Sikhs, des gens qui viennent de la région, de régions et de pays où le cricket est le sport numéro 1. Imaginez-vous, les gars, une équipe de cricket du Québec. Elle va être composée de tous des Québécois qui viennent de ces régions-là. Ces gens-là vont comprendre immédiatement, puis ils vont devenir, leur appartenance au Québec va être là. Ils vont être tellement fiers de représenter le Québec au cricket. Là, je vous mets juste un sport comme faire la même analogie avec le soccer, avec d'autres sports aussi, qui sont populaires. Écoute, on a des gens de partout. Puis ces gens-là ne demandent qu'une chose, appartenir à un pays, à une nation. Ils sont au Québec, ici. Ils arrivent ici, ils essaient de gagner leur vie, de s'installer avec leur famille. Ils sont déjà agressés par l'appartenance au Canada ou à la nation québécoise. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Montrons-leur qu'on est une nation avec des équipes nationales. Ils vont tout comprendre. Le sport, c'est une nation en elle-même. Ah oui, le sport a cette vertu-là. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est essentiel et nécessaire. 2 mots simples à comprendre pour assurer une viabilité à notre nation. Le sport est lié directement. Et c'est là aussi nos adversaires réagissent. Ils savent que c'est très politique.
et aimeraient garder le trésor à eux seuls, mais on est en train tranquillement là, d'ouvrir le couvercle puis de le montrer aux Québécois, toute la richesse de ce trésor-là, qui est de représenter ton pays, ta nation. Je pense que ça va être facile là, à faire. Aussitôt qu'on va avoir quelques expériences, je pense que la critique va vite s'éliminer puis on n'en parlera plus. Question, Robert. Oui. Vas-tu inviter Isabelle Charret au lancement de ton livre? Oh, c'est certain. Les gars, écoutez, j'ai envoyé un courriel dans lequel il y avait des extraits de mon livre il y a environ 3 semaines pour lui demander une rencontre pour discuter justement de la mise sur pied de l'équipe nationale du Québec. Et puis j'ai envoyé tout ce qu'il va y avoir de positif là-dedans. Puis écoute, elle comprend très bien, ne vous trompez pas les gars, elle comprend très bien qu'est-ce qui s'en vient. Elle ne veut rien savoir et elle n'a aucun argument contre parce qu'elle a lu ce que je lui ai envoyé et elle ne peut qu'être d'accord avec mes propos. Fait qu'à partir de là, c'est con, ce qu'elle a répondu. Elle a répondu 2 choses, Stéphane et les gars. Ce qu'elle a répondu, c'est elle a accusé l'autre de faire de la politique avec nos athlètes, mais elle a aussi dit à quelque part que j'ai lu, c'est pas dans l'article de M. Fortin, je pense que c'est dans celui du Journal de Québec de l'autre journaliste, en fin de compte, que le Québec développait des joueurs, mais que c'est au Canada qu'on pouvait les faire progresser. Et puis, il y avait 2, 3 petites lignes, là, je vous dis pas le mot à mot exact, c'est ce que ça voulait dire. Puis, je me suis dit, mais voyons donc, Isabelle, où c'est que tu t'en vas avec ça? Mais elle est poignée, parce que ce que je lui ai envoyé, là, elle a très bien compris, puis elle peut pas trouver d'argument contre ça. Quand est-ce que tu as envoyé ça, Bob? Le 3 semaines. Donc, la réponse qu'elle a fait hier, c'est quand même pas, là, elle a pas pris ça en l'air. Ça a été travaillé là, par son groupe à elle, là, son attaché politique, et c'était pas une réponse anodine. Là, elle le croit vraiment, puis effectivement, tu fais bien de la conseiller de pas trop embarquer dans cette dynamique-là, parce que je pense qu'elle peut en payer le prix. C'est particulier. Il y a du monde qui sont là pour y croire, mais quand on gratte un peu, d'aller dire qu'on veut pas faire de politique avec le sport, c'est vraiment de nier de quoi qu'elle vit. Elle vit là-dedans. Elle l'a vécu elle-même. Donc, c'est pour te dire aussi comment ça influence quelqu'un. Ben, écoute, puis je pense que c'est Stéphane, tantôt, qui en parlait au sujet de... C'est normal, écoute, elle a toutes ses amies sont au sein de Équipe Canada et du mouvement olympique canadien. 50% de ses amis sont canadiens. Alors, elle a eu l'honneur d'être chef de mission aux derniers Jeux olympiques. Alors, pour elle, c'est comme une trahison envers le Comité olympique canadien d'accepter, oui, à quelque part, qui parlait de conflit d'intérêts tantôt. Ouais. Puis, Robert, je pense qu'on peut en parler, là. Comment t'expliques il y a quelques mois, quand tu as posté sur Facebook, suite à un événement, je pense que c'était l'affaire Maxime Comtois. Non, non, j'ai mis sur Facebook que j'en avais ras-le-bol de la discrimination envers nos hockeyeurs québécois avec Équipe Canada. Maintenant, ce sont nos hockeyeuses qui passent dans le torbeur de Team Canada, n'ayant que 2 représentants pour les championnats du monde. Et puis, j'ai dit qu'attendent la ministre, puis je l'ai tagué là-dessus, là, la ministre de l'Éducation et
déléguée au sport, Isabelle Charret, parce qu'elle a une page comme ça. Et nos médias et Hockey Québec pour réagir. 4 jours plus tard, elle est venue aimer le commentaire. Fait que ça, c'est pour elle qui s'occupe de sa page Facebook, ça, c'est certain. C'est son attaché politique aux communications, certainement, qui lui a fait part de ça. Puis, sont venus liker. Fait que j'ai eu la ministre Isabelle Charret, puis c'est encore sur ma page Facebook, à moins qu'elle ait été enlevée, je pense pas, là, le fait qu'elle aimait bien cette citation-là. Fait que pour moi, à ce moment-là, j'en avais parlé avec Stéphane. J'avais dit, Stéphane, je pense qu'il y a une porte ouverte avec la CAQ. Mme Charret est venue aimer le commentaire au sujet de la discrimination envers nos hockeyeurs québécois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là puis il y a quelques jours? J'ai aucune espèce d'idée. OK. Les gars, voyez-vous, à travers le livre que j'ai écrit, c'est un livre de recherche, hein, ça ne vient pas de la tête de Bob Sirois, là. La seule chose qui vient de ma tête, c'est la recherche. Et puis, il y a plusieurs documents sur tout ce qui se touche aux équipes nationales et au sport international et aux États-nations non souveraines et le sport. Et je vais vous lire de quoi. Pascal Boniface. Pascal Boniface est un universitaire français qui a écrit plusieurs grands livres sur le football. Pascal Boniface, dans Géopolitique du football, constate que parmi les premières manifestations de volonté des nouveaux États-nations figurait la demande d'adhésion à la FIFA, comme si elle était aussi naturelle et nécessaire que l'ONU, comme si la définition de l'État ne se limitait plus aux 3 éléments traditionnels, un territoire, une population, un gouvernement, mais qu'on doit y ajouter un 4e tout aussi essentiel, une équipe nationale. Puis ça, c'est des recherches incroyables que monsieur... j'ai beaucoup de commentaires de M. Boniface dans le livre. Mais c'est ça la réalité des choses. On est vraiment le seul État-nation. On est la seule État-nation non souveraine au monde, n'être pas représenté sur la scène sportive mondiale. Puis ça, je trouve que c'est honteux. Oui, puis ça vient prouver toute la puissance du sport pour l'importance d'une nation. Puis c'est ce qu'on veut nous empêcher parce qu'on connaît la puissance du sport, puis on veut empêcher le Québec de goûter à ça, parce qu'une fois qu'on va y avoir goûté, oublie ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Là. Ah non, mais ce qu'on propose, en tout cas ce que je propose, moi, dans le livre, c'est que le Québec participe dans tous les championnats du monde, événements sportifs, à l'exception des Jeux olympiques, et qu'on fasse pareil comme les 4 nations du Royaume-Uni, joindre les rangs derrière le drapeau canadien. Que nos meilleurs athlètes joignent les rangs-là. Au Royaume-Uni, il existe une chose. Les meilleurs athlètes ou les athlètes gallois, irlandais, écossais et anglais avaient le choix dans certains sports de jouer soit pour le Royaume-Uni ou soit pour l'Écosse, mettons. Et puis, il est arrivé quelque chose de normal. C'est qu'il n'y a plus aucun athlète qui voulait jouer pour le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni n'a même pas d'équipe de foot, les gars. C'est bien où ça? Absolument, oui, effectivement. Ouais. La seule fois qu'ils ont eu une équipe de foot, c'est aux Jeux olympiques qui ont eu lieu à Londres, parce qu'il y a un règlement olympique qui dit que le pays qui reçoit les Jeux olympiques doit participer au football, au soccer. Alors, le Royaume-Uni, n'ayant pas d'équipe, a essayé de former une équipe. Il n'y a pas un Écossais qui voulait y aller, il n'y a pas un Irlandais qui voulait y aller, puis il n'y a pas un Gallois qui voulait y aller. Finalement, l'équipe était formée de joueurs de l'Angleterre seulement, et finalement, suite à des pressions, 3 joueurs gallois sont allés rejoindre l'équipe du Royaume-Uni. Alors,
quand on parle de politique, là, tu peux pas avoir plus bel exemple que ça, là. Absolument. Pour faire un peu le lien avec l'actualité de la Coupe Stanley, un gars comme Samuel Blais et David Perron qui viennent de gagner la Coupe Stanley, c'est quoi leur chance de jouer pour Team English Canada? 0. 0? Ben ouais. C'est ça? Exact. Ben oui. Donc, si on avait une équipe du Québec, ces deux gars-là, ça serait des héros. Anglais, des no-brainers. Ben oui, puis tu sais, dans le livre aussi, j'en parle, il y a une RDS avait posé la question il y a environ 2 ans à propos d'une équipe nationale du Québec aux Jeux olympiques. Et puis Jonathan Drouin a dit que pour lui, ce serait une fierté de porter l'uniforme du Québec. Corey, on a gardé Crawford a dit la même chose, que pour lui, la question ne se pose pas. Il serait très fier de porter les couleurs du Québec. Alors, tu sais, les histoires là, qu'on lit souvent que les joueurs ne voudraient pas jouer pour le Québec, ils veulent tous jouer pour l'équipe Canada. Oubliez ça, ils en prennent 2-3. Là. Même chose. Ah oui. Et Jonathan Drouin, ça en est un aussi qui jouerait dans l'équipe Québec. Et il sait très bien que ses chances de jouer dans Team English Canada est nulle. Donc, on peut avoir aussi le soutien de ce joueur de calibre-là. Écoute, on ne se sera même pas à la tête. Là. Il y a 55, 56 ou 60 hockeyeurs québécois qui sont dans la Ligue nationale présentement, à l'exception de Patrice Bergeron, seraient tous très fiers de porter l'uniforme du Québec. Absolument. Très bien, très bien comment ça fonctionne. Aïe. Et puis, quand les joueurs commencent à dire oui, je serais fier de porter l'uniforme du Québec, c'est apprendre sérieusement. Ceux qui essaieront de dire le contraire, mais ils iront lire ma page d'arguments positifs venant de sportifs. Madame Charest, oui, c'est une médaille olympique. Oui, mais Julie Labonté, c'est une Québécoise. Médaillée, pas olympique, mais médaillée au Commonwealth. Et puis, qui a participé à 2 Jeux olympiques. Elle vient de la Beauce. Madame Julie Labonté, à la question posée par la CBC Radio il y a 4 ans de ça, est-ce qu'elle serait d'accord avec la mise sur pied de l'équipe nationale du Québec? La réponse était frappante. Oui, pour le futur des plus jeunes qui me suivent. Et puis ça, là, c'est en anglais sur la page de CBC. Alors, des athlètes, là, Mme Charest, c'est une très bonne athlète. Julie Labonté est aussi bonne athlète que Mme Charest. Quelle belle réponse en plus, hein? Oui. Oui, écoute, c'est pour ça, amenez-moi pas à l'Assemblée nationale parler avec elle, là. Je vais demander ce qu'elle pense de Julie Labonté. Absolument. Écoute, les gars, il nous reste 1 minute à l'émission parce qu'après ça, je dois remettre le prix Steinbeu avec Charles-Philippe Gervais. C'est une tradition à l'émission le jeudi. François, es-tu avec nous autres encore? Est-ce que François nous a quittés? Je pense que François nous a quittés, donc j'aimerais ça que les deux vous concluez, puis après ça, on va se connecter avec Charles-Philippe Gervais. Vas-y, Stéphane. OK, bon, je vais faire un récapitulatif de la semaine. Écoute, des assez abondants dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui viennent s'ajouter au débat, qui viennent ajouter les arguments, les archives qu'on a à ce sujet. Jacques Tanguay a un appui, écoute, estimable, imprévu. Wow, quel apport là, qu'on vient de recevoir. Là. On vient de nous prouver que le monde des affaires est là, dans ce projet-là. Et puis, il reste que le politique. Puis là, après ça, la déception de la CAQ, qu'on peut spinner facilement à notre avantage en disant, aujourd'hui, on sait maintenant à quoi nous en tenir. Puis on va travailler pour mettre nos efforts vraiment aux bons endroits. Dans la CAQ, parce que c'est sûr que dans la CAQ, là,
t'en as une grosse, beau pourcentage de députés, ministres qui sont tout à fait d'accord avec les équipes nationales du Québec. Ça, c'est certain. Donc, il va falloir diviser la CAQ sur ce sujet-là, qu'il y ait une discussion sérieuse à l'intérieur de ce parti-là. Et quand la brèche va être ouverte à l'intérieur du parti, je pense que ça va être à notre avantage parce que les arguments, c'est d'autres qui les avons. Bon, ben... Grosse semaine. Wow! Lâchons pas, les gars. On lâchera jamais. Puis la victoire appartient à ceux qui lâchent jamais. Oui, c'est ça. On lâche pas, les gars. On a vu avancer le projet beaucoup cette semaine. Merci, Stéphane. Et toi, Bob, pour conclure? Pour conclure, je donne ma médaille d'or à Julie Labonté, qui est une athlète québécoise spécialiste du lancer du poids, membre de l'équipe olympique canadienne, participé aux Jeux olympiques de Londres. En 2014, elle remporte la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Glasgow. Je pense que ce serait une grande opportunité pour les Québécois et Québécoises d'être sur la scène internationale. Ce n'est pas que j'aime le fait d'être séparé du Canada, parce que j'aime bien Équipe Canada quand même. Mais je pense que pour moi, cela donnerait simplement plus de possibilités aux générations futures. Julie Labonté, CBC Radio, should Québec have its own sports team le 21 mai 2014. Merci beaucoup, Bob, de nous faire vivre ces moments-là. C'est très important de le faire connaître, mais quelques nombre de personnes... C'est ça. OK, vas-y. Oh, oui. C'est que je suis content de représenter le Québec. Bon gardien, solide et de bon joueur. C'est pas un gardien de but. Merveilleux. Puis, donc, ça date de la première athlète. Oui. Publié à TVA Sport par David Rouleau le 16 septembre 2016. Ça fait pas longtemps, les gars, là. OK, donc puis j'espère qu'on va en avoir à citer pour dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis Jonathan, dans tant kayak, Jonathan Drouin, septembre 2016 à Télésport. J'aimerais bien porter le chandail du Canada, mais j'y réfléchirais avant. Car faire partie d'une équipe du Québec, ce serait quelque chose. Wow. Merci, Jonathan Drouin. Si vous croisez Jonathan cet été, n'hésitez pas à le dire qu'on a hâte de le voir jouer pour Équipe Québec. Puis, soyez attentifs pour répondre. On va passer à Charles qui a été patient. Donc, on va reparler sûrement là, des équipes Québec la semaine prochaine au Journal du Soir. Puis, je vais maintenant me joindre à Philippe. Charles-Philippe Gervais. Est-ce que, Charles, tu m'entends? Charles? Alors, Charles a vécu des moments difficiles vendredi soir de la semaine dernière. Il y a eu une petite altercation avec il va nous conter l'histoire tantôt. Il va nous montrer son visage. Vous allez voir, ce n'est pas du maquillage. Charles a été victime d'une agression. Il va nous raconter ça. J'attends Jean-Marc là parce que je l'entends pas dans mes écouteurs. Est-ce que tu m'entends? Oh, il a l'air à vouloir me présenter. Jean-Marc va nous
nous connecter. Là, soyez patients, ça va venir dans quelques instants. Alors, Charles va remettre avec moi. Je ne sais pas là aussi si François Saint-Louis est là. N'hésite pas à me parler, François. Là, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. J'ai l'impression que ça a coupé de ton côté. Alors, si tu veux te joindre au traditionnel prix Steinbeu de cette semaine, il nous reste à peu près, je vous dirais, un 5 à 10 minutes d'émission. Et aussitôt que Charles va réussir à nous parler, on va aborder son aventure qu'il a eue. Et par la suite, on va procéder à la remise du prix Steinbeu qui, la semaine dernière, rappelez-vous, a été remis au gérant du Provigo à Hampstead sur... Charles va pouvoir nous dire, oui, il nous le montre. Je sais pas si... non, Charles, je sais que tu nous montres ton image de la pancarte que tu as piquée au dépanneur, justement, de ce gérant-là qui a remporté le prix Steinbeu, où il avait affiché sur les portes du magasin Fête de la Reine. Puis en compétition avec la Journée des Patriotes. Alors, ne reculant devant rien, Charles a été nous prendre cette pancarte qu'il a ramenée avec lui. Et oui, là, on commence, on voit l'image de Charles. Bientôt, on va avoir on va pouvoir te parler. Fais donc un petit test, voir, parle-nous donc. Alors, il n'y a rien qui sort actuellement. Parce que cette semaine, le prix Steinbeu, dis-lui, ton micro est fermé. Oui, c'est ça, ton micro est fermé. Soit, ce serait le fun qu'on t'entende. Pas juste voir ton œil au beurre noir. Si vous remarquez l'œil droit à Charles, il est amoché. Je ne sais pas si il va être capable de nous envoyer des images de l'agression vendredi. Où Charles est en sang. J'ai bien hâte de connaître l'histoire parce que je la connais pas plus que vous autres. Il m'est arrivé avec ça tantôt pendant que je préparais les émissions. Et c'est là que j'ai dit, je vais essayer de trouver un petit moment pour que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé. Et je sens que ça s'en vient. Jean-Marc travaille très fort là pour nous trouver le son qui est tombé un peu à quelque part dans l'univers web. Alors, c'est ça. Le prix Steinbeu, cette semaine, on en a parlé avec François. Je crois à qui il en avait parlé. Je pense c'est Valérie Plante. On a parlé de Valérie Plante cette semaine. Qu'est-ce qui nous a capté dans l'attention? Peut-être nos clavardeux qui sont un bon nombre aujourd'hui, qui commencent à comprendre le principe du prix Steinbeu. J'aimerais ça que vous me clavardiez là, votre récipiendaire du Steinbeu qui pourrait aider Charles à faire son choix aussi ce soir. Parce que dans les statuts des prix Steinbeu, vous savez, qui ont été écrits uniquement par moi-même, je peux, c'est écrit dans les statuts que j'ai le droit de nommer la personne que je veux pour décerner le prix Steinbeu. Et compte tenu de la performance de Charles à la dernière émission, qui a vraiment embarqué tout de suite. Là, j'ai trouvé je l'ai trouvé très vite, très vif de nous proposer son gérant du Provigo, que je l'ai réinvité cette semaine à nous remettre le prix Steinbeu. Il m'a dit ouais, mais il dit Carl, est-ce que il m'a texté tantôt, as-tu des choix pour moi? J'ai dit non, c'est ta job. Alors cette semaine, aussitôt que Charles va se joindre à nous. Là, il essaie de nous parler. Attends un petit peu. Je vais peut-être... Vas-y donc. Donc, on a toujours des problèmes de son. Jean-Marc travaille très fort pour nous joindre. Donc, moi, le prix Steinbeu cette semaine, écoutez, qui a performé pour exposer la faiblesse argumentaire de nos adversaires.
bien, là, Charles. Les auditeurs. Il nous entend pas en ce moment. Alors, excusez-nous du petit délai. Bon. Alors, Charles? Oui, là, je crois qu'il nous entend. On va essayer d'être patient. Alors, il y a peut-être aussi François Saint-Louis qui pourrait embarquer avec moi pour le prix Steinbeu. Il est parti. Oh! Attendez un petit peu, là. On a perdu notre ami Charles. Bonsoir, il est parti. Voyons, Charles, n'aie pas peur. Viens nous jaser. Ajouter. Bon, de façon générale, je vais essayer de t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y avait un œil au beurre noir à nous montrer ce soir. Oui, on l'a vu un petit peu tantôt, mais je vais essayer de te résumer ça. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que Charles n'a pas compris que il faisait tellement de bruit que le système, il l'a mis en muet. Et là, mais tantôt, il s'est pas rendu compte. Il a joué dans son système. Il a peut-être désactivé son écouteur, mais son micro fonctionnait maintenant. Donc, c'était l'inverse, là. Ah là là, cette technologie. M'as-tu entendu? Allô, Carl? Donc, on va essayer de se connecter sur Charles. Sinon, on va mettre fin à l'émission. On va... Carl, je vais essayer de t'expliquer un peu ce qui se passe. C'est simplement que notre ami Charles s'est pas rendu compte que le système il avait fermé son micro et il a il a rentré en système, il est allé jouer dans ses paramètres et il a tout simplement coupé sa sortie maintenant de ses écouteurs. Maintenant, on entend son micro, mais il nous entend plus de lui. Donc, c'est ça qui arrive. Je sais pas si il va finir par comprendre, là, parce que je vois très bien qu'il est avec nous, mais là, maintenant, son micro est fermé. C'est ça qui arrive. Bon. Donc, on va essayer de le réinsérer dans l'appel. On le réessaye. On va prendre encore une trentaine de secondes. Si on voit que ça fonctionne pas, ben on va remettre le prix Steinbeu peut-être dimanche, si Charles est disponible un 5 minutes dimanche pour venir nous remettre le prix Steinbeu, parce que c'est bien écrit, Jean-Marc, dans les statuts des prix Steinbeu, qu'il doit y avoir un prix qui se remet. Et si on regarde l'article 3 des statuts, c'est écrit que si le jeudi, l'animateur ou le régisseur de l'émission n'est pas capable de rejoindre celui qui doit remettre le prix Steinbeu, le prix doit être remis dimanche matin obligatoirement. Là, on l'entend. Alors, voici. Oh là, on l'entend, puis je pense qu'il nous entend. Salut Charles. Salut Carl, c'est ça? Oui, c'est Carl Brochu. Alors, je suis content qu'on termine l'émission. Écoute, on va prendre un 5 minutes pour que tu nous remettes le prix Steinbeu, puis que tu nous expliques qu'est-ce qui est arrivé à ton œil droit. OK. Alors, pour le premier prix Steinbeu, on va donner un trophée à monsieur le gérant du Provigo sur le boulevard Saint-Laurent, près de la rue Fleury. Ça, c'est un authentique colonisé qui ne sait pas que depuis environ 15 ans, c'est la fête des Patriotes qu'on célèbre le 20 mai. C'est pas la fête de la Reine. Vous m'entendez? Oui, puis là, ça, c'était le prix de la semaine passée, mais là, tu sais que à toutes les semaines, il y en a un nouveau. Alors là, je veux connaître celui que tu as remis aujourd'hui. Oh mon Dieu, Carl, mais tu me surprends, mais vu que il m'est arrivé toute une mésaventure vendredi, je pense que je vais remettre le prix à un groupe de personnes très spéciales à mes yeux. Lesquels? Lequel? Eh bien, je parle des jeunes les jeunes adolescents de l'école Louis-Joseph Papineau à Saint-Michel
qui m'ont tapé dessus pour aucune raison vendredi dernier. Explique-nous l'histoire, Charles. On essaie actuellement d'activer ta caméra pour qu'on puisse voir ton œil. Je ne sais pas si tu as pris la peine d'envoyer des photos de ton agression sur Messenger pour que Jean-Marc puisse nous les montrer en direct. Parce que moi, là, quand tu m'es arrivé avec ça cet après-midi, j'avais de la misère à croire ça. Puis là, j'ai vu tes photos. Je t'ai félicité pour le maquillage, puis là, tu m'as appris qu'il n'y avait aucun trucage. Là, tu as eu... Conte-moi l'histoire que tu as eue avec ces étudiants-là. Simonac, c'est compliqué ce soir, ce Skype. Oui. C'est parce que je travaillais dans le parc et puis... tout d'un coup, j'ai vu un groupe de jeunes haïtiens en train d'intimider un jeune latino tout seul qui voulait pas se battre. Et moi, ben vu que j'aime pas ça, ce genre d'intimidation-là, j'ai regardé la scène et puis tout d'un coup, j'ai vu que le latino a mangé toute une droite en pleine face. Et puis j'ai arrêté de travailler, je suis allé en direction de l'agresseur et je l'ai sorti sans le frapper, je l'ai sorti de du groupe. Oui, c'est ça. En lui disant, toi, fais plus jamais ça ici. T'as-tu compris? Et puis, le latino était couché par terre. Là, tout le monde, tous ses amis, ils se sont mis à m'intimider puis à m'insulter parce que ils disaient que j'avais pas à intervenir. C'était pas mon problème. Alors là, je suis parti, j'ai continué à faire ce que je faisais, puis une minute ou deux plus tard, j'ai remarqué que ça a recommencé à brasser. Alors je me suis rapproché, puis le latino était toujours là avec les 10 ou 15 Haïtiens derrière qui le suivaient. J'ai dit, c'est fini là, j'espère. Puis c'est là qu'ils m'ont attaqué moi. Wow. OK, ouais. Puis là, on parle du quartier Saint-Michel, hein? C'est ça, c'est dans le quartier Saint-Michel. Puis c'est un parc où j'aime travailler. C'est bien tranquille habituellement. Là. Moi, ma job consiste à faire le ménage du parc, vider les poubelles, laver les toilettes puis les planchers, puis c'est ça, déplacer des tables si nécessaire là, quand il y a des événements. En tout cas, j'avais jamais eu de problème là-bas, mais écoute, ils me connaissaient pas, je les connaissais pas beaucoup, puis je sais pas qui m'a frappé, mais j'ai réussi à éviter le premier coup de poing, sauf que ensuite je me suis retrouvé couché sur le dos moi aussi, puis là ça a l'air que sur le vidéo de la police, il y aurait 6 personnes qui me donneraient des coups de pied en même temps. Il aurait pu me crever un œil, il aurait pu... une chance que j'étais vite, j'ai réussi à me relever assez vite, puis ensuite, ça s'est terminé, mais j'ai une côte cassée, puis j'ai une cicatrice d'en face. Pour aucune raison. Aucune raison valable. Puis c'est quand même, ça fait partie un peu de ton travail là dans le parc. Puis comme citoyen, on doit quand même intervenir. T'aurais-tu été mieux d'appeler la police? Ça s'est passé trop vite. T'as-tu été imprudent à ce niveau-là? Explique-moi un peu comment, avec le recul, y a-tu des choses que tu ferais pas ou qu'est-ce que tu retires comme expérience? C'est une leçon pour moi, peut-être pour le petit latino. Je sais pas c'était quoi l'histoire. J'espère que ça va être une leçon pour les jeunes Haïtiens qui m'ont attaqué aussi, parce qu'il y en a 3 qui se sont fait identifier par la police. Un 4e va être accusé aussi. On va aller en cours pour ça. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, comme moi j'ai payé pour les erreurs que j'ai faites dans ma jeunesse. Je pense pas qu'ils vont faire de la prison pour ça, mais s'ils peuvent faire des travaux communautaires ou avoir une amende, tant mieux pour eux, parce que je méritais pas ça. Ah non, puis le geste doit être sanctionné. Mon erreur. Oui. Ben, mon erreur, c'est que j'aurais dû appeler la police avant d'intervenir. Surtout la 2e fois quand je suis revenu.
J'avoue que j'y ai pas pensé parce que jamais j'aurais pensé qu'il m'attaquerait, moi, qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Moi qui voulais juste séparer, arrêter la chicane dans le fond, parce que je leur ai dit entre la première et la deuxième altercation, je veux pas de violence, puis je veux pas de ça dans mon parc. Même si c'est pas mon parc, mais quand je travaille là, j'ai une certaine responsabilité. Puis il y en a un qui mesurait au moins 6 pieds 2, 300 livres. Il était plus vieux que les autres. Il n'y avait rien à faire dans cette petite équipe-là. C'est peut-être le père d'un des jeunes aussi. Et lui, il s'est planté devant moi. Puis s'il y en a un qui me faisait peur là-dedans, c'est bien lui. Mais à part de ça, les autres, ils faisaient pas le poids. Là. C'est pour ça qu'ils m'ont attaqué à 6 contre 1. Mais bon. Je suis pas. J'ai eu ma leçon. Je suis pas un gars qui va devenir raciste pour une histoire comme ça en disant tous les Noirs sont différents. Comme tous les Blancs, on est tous différents. On n'est pas des coupables de choses qu'on n'a pas faites dans le passé parce qu'il y a beaucoup de Blancs qui ont génocidé ou exploité beaucoup de monde. Mais nous, les Québécois, on n'a rien à voir avec le Ku Klux Klan, l'apartheid en Afrique du Sud ou, je sais pas moi, ce qui s'est passé dans le monde arabe, ce qui s'est passé en Algérie. Tu sais, on n'a jamais génocidé, déporté ou pendu personne ici, là. Puis, non, tu n'as pas intervenu pour des raisons raciales. Tu as intervenu pour des raisons citoyennes où tu as constaté une agression dans ton parc. Puis tu as voulu intervenir de façon pacifique tellement que tu n'as même pas pensé appeler la police. Mais en parallèle avec toi, Charles, moi j'ai environ 3 semaines, je suis arrivé chez moi un vendredi soir à 1h du matin et j'ai eu 2 voleurs qui sont venus devant moi fouiller dans ma voiture et quand je les ai vus passer. Moi aussi, j'aurais dû appeler la police tout de suite plutôt que d'essayer d'intervenir moi-même. Puis moi, ça n'a pas fini avec des coups comme toi, puis des agressions, mais j'aurais pu les avoir. Donc, conseil, avec le recul qu'on a, c'est moi, en tout cas, je peux te dire, j'ai réussi à pogner un des voleurs, puis j'ai réussi à le pogner dans mes bras, le serrer quelques secondes. Mais je me suis dit, pour une question de change dans le fond d'un automobile, j'aurais pas dû m'exposer de cette façon-là, puis appeler tout de suite. Mais d'un autre côté, on veut pas abuser des services policiers. On pense qu'on fait affaire avec des citoyens raisonnables et sensés. Puis quand ça nous arrive, ben, ça nous surprend tout le temps. Alors, je vais te laisser terminer, puis après ça, je vais clore l'émission parce qu'il est déjà tard. Puis, merci d'avoir intervenu, puis je te laisse finir l'émission avant de conclure. Ah ben, comme tu le sais, tu me connais, je suis contre les injustices. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Ça aurait pu être une femme, ça aurait pu être un Asiatique, ça aurait pu être, je sais pas moi, un autre noir, mais l'histoire c'est qu'il était 10 contre 1, là. Alors, c'est pour ça que je suis intervenu, puis je pense que j'ai bien fait. Mon erreur, c'est de ne pas avoir appelé la police assez vite. Alors... Puis Charles, penses-tu qu'eux ont capté que tu intervenais pour des raisons racistes? Est-ce que tu as eu des propos disant « Hey, mêle-toi de la... » Non plus? Mon Dieu, OK, on les a, les photos. Hey, attends un petit peu, c'est parfait. J'ai Jean-Marc qui est en train, juste avant de clore l'émission, pour qu'on puisse mettre des images sur ce que tu nous racontes. Alors, je pense que ça va venir. Regardez, c'est tout de suite après l'agression, hein, Charles? Ouais, la première avec le chandail et t-shirt bleu, c'est ça, c'était tout de suite après l'agression. Ça saignait pas mal. Tu as reçu quelques coups de pied dans le visage. Coup de pied, coup de poing, je sais pas. Je sais même pas qui m'a frappé, mais ils m'ont pas manqué, là. Wow. Quand ils achalent pas les gens, ils font brûler des poubelles.
Ils font l'amour dans le parc, ils jettent leurs condoms et leurs enveloppes partout. J'en ai trouvé 10 cette journée-là. Ils fument dans les toilettes publiques, même s'il y a des enfants ou des non-fumeurs qui vont rentrer après. Ils montent sur le toit du chalet. Ils jettent leur restant de nourriture par terre. Des hosties de malpropres, je te dis. Ah, écoute, donc c'est Saint-Michel, le quartier Saint-Michel. Peux-tu me le placer géographiquement pour qu'on puisse... Ah, regardez, on va voir un autre de tes photos quelques jours après, ton œil au beurre noir. Ouais. Et, écoute, t'es en arrêt de travail depuis ce temps-là. Ouais. Ouais. En arrêt de travail pour au moins 2 semaines, là. Le temps que mes côtes se replacent, on va dire. J'ai eu de la misère à dormir pendant 3 jours. J'avais de la misère à me tourner dans mon lit, changer de position. Pas très agréable. Wow, en tout cas, courage, chers collègues. Puis on va se reparler la semaine prochaine. Encore une fois, un prix Steinbeu cette semaine de la part de Charles qui frappe notre imaginaire. Donc, on peut se dire à jeudi prochain, à 10h30, tu vas être celui qui va terminer nos émissions du jeudi. Alors, Charles, c'est tout pour ce qui me concerne. Merci. Merci à Stéphane Allinger. Merci à Bob Sirois. Merci à François Saint-Louis, ainsi que Régis Ostini, juste avant cette émission-là. Donc, vous avez écouté l'édition du jeudi soir 13 juin. Merci les auditeurs, merci les clavardeux. Et à dimanche matin, 10h, à Simplement Dimanche. Il y a aussi la dernière émission demain soir, aux alentours de 20h, de Tout le monde me parle de Martin-Joseph Lamontagne, à ne pas manquer la dernière émission. Et alors, bonsoir tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.